Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir pour cette webconférence intitulée « Les marchés financiers à l'heure de la guerre en Ukraine ». Car oui, c'est bien désormais d'une guerre qu'il s'agit alors que les troupes russes se sont lancées dans une invasion à grande échelle du pays. Et on le voit, au-delà des conséquences directes dramatique pour les populations touchées par cette offensive militaire, les répercussions sur l'économie, sur les marchés sont significatives avec une chute importante des indices, une envolée du prix des matières premières, pétrole et gaz en tête. Alors bien sûr, en tant qu'épargnant, vous vous demandez quelles conséquences cette guerre va avoir aussi sur vos placements à court, à moyen terme, s'il faut patienter, faire le dos rond, c'est ce qu'on a lu dans vos questions, ou au contraire, revenir sur des supports sécurisés alors que les incertitudes devant nous sont élevés. Certains, plus offensifs, se demandent si au contraire ce ne serait pas l'occasion de rentrer, d'ouvrir un contrat d'assurance vie durant cette période. Eh bien, pour répondre le mieux possible à toutes ces questions, je suis entouré ce soir sur le plateau de nos deux experts, Olivier Quinty, gérant allocataire pour la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Bonsoir Olivier. Bonsoir Laurent. Et Michael Nizar, directeur des investissements multi-actifs, tous les deux bien sûr chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Michael. Bonsoir Laurent. Bon, on va essayer ce soir d'être les plus clairs, les plus didactiques possibles. On va faire bien sûr le point sur les tenants et les aboutissants de cette crise géopolitique internationale. On verra ensuite quelle incidence elle va avoir, elle risque d'avoir sur la croissance mondiale et notamment bien sûr, je l'ai déjà dit, sur les matières premières et quelles ont été les stratégies d'investissement côté Edmond Rothschild Asset Management pour s'adapter à la situation. Et bien sûr, l'essentiel de ce webinaire, il sera consacré à répondre à vos questions, vos interrogations, pour vous aider, vous éclairer sur les décisions à prendre en tant qu'investisseur durant cette période chahutée. Bien sûr, tout au long de ces échanges, vous pourrez continuer à poser des questions. On a déjà reçu énormément et puis bien sûr, vous aurez le replay disponible d'ici quelques jours pour tout voir si vous ne pouvez pas assister à l'intégralité de la webconférence ce soir. On va commencer tout de suite. Il s'est passé, je l'ai dit, beaucoup de choses sur les marchés depuis l'invasion russe de l'Ukraine, envolée des matières premières, et ça tout le monde le voit, chute des bourses, mais aussi beaucoup de volatilité. On l'a encore vu hier notamment avec ce rebond assez incroyable du CAC 40. Comment finalement, Michael, on peut essayer d'expliquer aux clients, aux gens qui nous regardent et qui peut-être sont un peu perdus, un peu décontenancés par ce qu'ils découvrent chaque jour, en plus de l'actualité géopolitique, sur les marchés financiers? Oui Laurent, effectivement, la désescalade pour l'instant militaire n'est malheureusement pas encore entamée, alors que l'escalade des prix, comme vous le rappeliez tout à l'heure, continue de s'amplifier et de déstabiliser finalement les grands marchés des matières premières, à commencer par le pétrole, le gaz, mais aussi le blé et d'autres matières comme les métaux précieux. On a vu le nickel, incroyable. Exactement. Ouais. Donc en fait, ce qu'on regarde précisément, c'est la soudaineté et l'amplitude du mouvement des prix sur les matières énergétiques, notamment le pétrole, qui peut constituer à lui seul finalement un choc d'envergure assez importante. Et on se rappelle effectivement que généralement, ça peut être une cause de récession, et c'est ce que les marchés ont commencé à intégrer comme probabilité. Et quand on parle de choc, on parle d'un choc d'offres qui généralement tente à remonter le coût de production, mais aussi un choc de demande, puisqu'en fait, il pourrait affecter aussi le pouvoir d'achat, notamment de la consommation. Et donc, aujourd'hui, il est peut-être encore trop tôt, selon nous, pour vraiment tirer des conclusions, parce que l'avenir et le devenir de ce conflit est plutôt incertain. Mais sans être naïf, on peut espérer que le conflit baisse en intensité et nous permette de poser un petit peu les jalons de quels sont les impacts, finalement, sur la croissance mondiale et précisément sur la croissance européenne. Alors, justement, sur la croissance, Madame Lagarde, dans sa conférence de presse, présidente de la BCE, on regardait de très près finalement son jeu de prévision, notamment sur les questions de quels sont les impacts de cette guerre. Elle-même dit aujourd'hui que de toutes les manières, elles sont entourées d'une incertitude assez importante, mais j'ai envie de vous donner un chiffre. La BCE anticipait 4,2 de croissance pour l'Europe, qui est un chiffre qui a rarement été vu dans l'histoire économique de l'Europe. Elle prévoit, lié à la guerre, un choc de 0,5%. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, les impacts sont, alors bien sûr, entourés de beaucoup d'incertitudes, mais ils sont pour l'instant limités. Alors pourquoi ils sont limités ? Parce qu'on a un contre-feu potentiel que les États européens s'empressent de mettre en place, qui est le volet budgétaire. On a eu une impulsion budgétaire très forte liée au Covid. On se rappelle, à partir de mai 2020,
Tout récemment, et d'ailleurs il y a une grande réunion justement de l'ensemble de la zone euro à Versailles pour discuter justement d'un plan d'infrastructure lié à l'énergie, à la défense, vraiment massif. Et donc pour revenir sur les impacts, il ne faut absolument pas aussi oublier finalement quelles sont les compensations, même partielles, mais qu'on peut trouver finalement dans une impulsion budgétaire. Et j'ai envie de dire le mot clé, c'est l'interventionnisme de l'État. Il a été important à partir de mai 2020. Et il va continuer. Exactement. Et il continuera dans les années. Et c'est pour nous une thématique d'ailleurs d'investissement qui est très forte et qui en découle sur, on le verra, différentes thématiques comme la transition énergétique et d'autres. Mais je vous laisse... Non, mais après, la question qui vient assez naturellement, Mickaël, c'est... On s'est vu avec Olivier il y a quelques semaines pour faire le point justement sur la gestion pilotée de l'assurance vie. On était à l'époque, on s'interrogeait sur l'inflation plutôt persistante et on avait une croissance macroéconomique qui était au rendez-vous, qui était forte. On avait des bons résultats d'entreprise. On était sur un scénario vraiment bien orienté sur 2022. La question aujourd'hui que tout le monde se pose, est-ce que ce scénario, même si vous avez déjà un petit peu répondu, est remis en cause? On a deux questions qui sont tombées. Monique, Marie-Christine. Monique, pensez-vous que si la guerre s'arrête sur les marchés, les marchés reprendront, ou y aura-t-il une période d'incertitude suite à une crise économique qui risque de se dessiner et de durer? Marie-Christine, peut-on espérer un redressement de la situation financière des bourses dans les 2 ou 3 mois qui viennent? Doit-on attendre des jours meilleurs, même si c'est dans un an, ou vont-ils mieux essayer de limiter les pertes dès maintenant? Donc, au cœur des interrogations de nos clients, il y a... Voilà, est-ce que dans 2 mois, on n'en parle plus? C'est vraiment pour résumer de façon un peu brutale, ou est-ce que ce qu'on avait prévu pour 2022 est un peu hypothéqué maintenant? Alors effectivement, pour tenter de répondre en tout cas à Marie-Christine, j'ai envie de dire il y a 3 critères qu'on doit vraiment retenir pour essayer d'avoir une grille de lecture qui nous permette de traverser cette période-là liée au conflit. Le premier critère, c'est finalement quelle va être la durée du conflit. Est-ce qu'on va vers un scénario dit à la syrienne, c'est-à-dire d'enlisement, ou une guerre éclair? Si nous avons une guerre éclair, nous avons effectivement une désescalade très rapide et donc des sanctions qui vont être de moins en moins sévères. Le deuxième critère, c'est la sévérité des sanctions. On a très prochainement, le 12 mars, la mise en application des sanctions liées à SWIFT. Donc, toute la question va être de savoir comment le marché interbancaire va réagir. Donc, il y a aussi ce critère de quelle est la sévérité des sanctions. Et le troisième point, c'est la réaction finalement liée finalement à cette guerre par les États. Ouais. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la réaction, elle est à la fois vive et elle est volontariste. C'est-à-dire que moi, je me rappelle de 2011-2012 où on a tardé, on a mis des années avant de penser à des obligations qui puissent être solidaires avec vraiment une sortie par le haut de l'Europe. Là, en l'espace, enfin, on l'a vu en 2020, on le voit encore cette année, ils sont déjà en train de parler d'un plan très important pour réagir finalement à ce choc de confiance. Donc, ces 3 critères-là... Une plus forte réactivité qui viendrait soutenir finalement la tendance tout à fait économique. Donc, alors, ce n'est pas forcément pour porter un grand vent d'optimisme, mais j'ai envie de dire, le pire n'est pas certain, et qu'avant d'aller voir l'apocalypse, on ne pense pas, on ne retient pas du tout ce scénario aujourd'hui parce que on voit bien, M. Poutine a vraiment déjà du mal à entrer en Ukraine et donc il y a quand même une volonté farouche de la part des pays de l'OTAN à pouvoir repousser finalement ces velléités militaires. Donc voilà, je pense qu'il faut revenir sur ces 3 critères-là. Va-t-on avoir une durée longue? Quelle sévérité des sanctions et quelle réactivité? On a plutôt tendance à penser que quand on regarde sur le long terme, l'Europe n'a jamais été aussi forte que quand elle a été dans des phases de crise presque existentielle. Et c'est dans ces phases-là où la construction a été très forte. Et là, il y a un sentiment d'adhésion, là je parle vraiment sur le moyen terme, qui est tellement fort, avec finalement un verrou lié de sécurité qui était le budget, l'austérité budgétaire à l'allemande, il est en train de sauter aussi. Donc, si on regarde à plus long terme... Ça va peut-être changer les choses aussi, ça va peut-être avoir des effets positifs. Je sens qu'Olivier brûle d'ajouter quelque chose. Et si en régie, on peut nous mettre l'écran de retour qui a décidé, lui, définitivement nous abandonner dès le début du webinaire, ça pourrait être top. Allez-y, Olivier. Non, moi j'ajouterais juste une chose. Pour répondre aussi à la question sur que faut-il faire avec un horizon, ça peut durer, il faut déjà redire en amont une chose, c'est que les marchés ne se focalisent toujours que sur une seule chose à la fois. Là, il faut bien voir, quand on s'est vu d'ailleurs la fois précédente, on avait déjà travaillé à un scénario d'inflation qui allait être relativement persistante.
ou en tout cas, si elle rebaissait, qu'elle est restée à des niveaux relativement élevés. Et on avait taillé aussi dans la partie action, la construction de portefeuille pour faire face à ce genre de situation. Et dans la partie obligataire, où on avait sorti un certain nombre de positions qui auraient pu être en risque dans un tel scénario. Donc là, les marchés, eux, ils sont partis avec des facteurs essentiellement techniques dans un premier temps. Il y a eu beaucoup de sorties. Je vous coupe, Olivier, mais je veux que vous m'expliquiez ça parce que je pense que ce n'est pas clair pour les gens qui nous regardent, qui assistent à du -3, +7, des progressions à 2 chiffres sur des actions, des chutes aussi spectaculaires. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi on assiste à une telle volatilité en ce moment ? Si je pars vraiment en essayant de prendre un petit peu de recul, on vient d'une situation où on sortait d'une crise très sévère liée au contexte du Covid, et en fait avec un contre-choc, avec une croissance très très forte. On était parti sur des prévisions de croissance entre 4 et 5% pour la croissance mondiale, mais aussi pour l'Europe, ce qui effectivement est vraiment très élevé. Et là, effectivement, avec ce conflit, on est en train de probabiliser, les marchés sont en train de probabiliser un risque de récession. Donc en fait, du coup, ça vous met finalement un champ des possibles beaucoup plus large qui se ressent finalement aussi dans la volatilité, finalement un intervalle de confiance qui a eu tendance à fortement augmenter. Je vous donne un chiffre. La volatilité, c'est-à-dire la température que, non pas le corps humain, mais que le corps des marchés, généralement, il tourne à autour de 20%. Degrés, là, c'est 20%. C'est pas 37, c'est 20%. Aujourd'hui, on est entre 50 et 60%. Tant qu'il y aura cette incertitude sur l'issue du conflit, et notamment sur les 3 critères que je vous donnais, on va avoir une volatilité qui va être importante. Ce qui est important pour nous, c'est 1, d'avoir un catalyseur clair, et 2, d'avoir une volatilité réalisée qui va commencer à baisser. Et à ce moment-là, on va retrouver des investisseurs de long terme qui vont justement réinvestir dans l'économie réelle. Mais en tout cas, je pense que la volatilité, elle est liée surtout à ce risque de récession qui est finalement qui a fait irruption sur le scénario financier. C'est aussi que les marchés aiment rien moins que l'incertitude. On l'a déjà évoqué très souvent. Quand il y a ce genre d'épisode, on a déjà vécu des guerres, des crises. On commence par vendre, enfin les investisseurs, dire les grands investisseurs commencent par vendre, et puis ensuite on fait le tri. Puis on regarde un peu leurs esprits après. Il y a certains secteurs qui ont déjà quand même bien souffert, comme le secteur des banques européennes, avec effectivement on se dit qu'une partie de leurs revenus va être quand même amputée. Le luxe, qui est un des magnifiques succès de l'an dernier avec LVMH, qui gagnait 43% et qui en repère 17%. Hermès, qui avait pris 75% l'an dernier, qui en repère 24%. Donc il y a déjà des secteurs qui ont un peu, on a enlevé un peu de valorisation. Et il y a aussi beaucoup de facteurs techniques, de flux sortant de l'Europe, parce que quand vous regardez vos investissements, vu des États-Unis par exemple, vous vous dites finalement on va peut-être être un petit peu plus à l'aise sur le sol américain, on va être un peu préservé. D'abord, le prix de l'électricité en Europe, c'est 10 fois le prix de l'électricité aux États-Unis, et le prix du gaz, on est à 30 fois en Europe, le prix aux États-Unis. Donc il est monté, il est en train de faire pincer un peu le consommateur américain, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Donc, vu du point de vue d'un investisseur, d'Europe, exactement, qui peuvent aussi expliquer cette volatilité sur le marché. Ou alors, s'ils ne sortent pas, et c'est pour ça qu'on a, pour répondre à la question de la volatilité des plus 5, moins 4, les investisseurs utilisent des produits de couverture, et un produit de couverture... quand vous le mettez, vous achetez un indice, c'est une sorte où vous vendez l'indice plutôt, parce que vous allez vous couvrir. Mais quand vous l'enlevez, vous retirez tout de suite le couvercle de la cocotte minute. Et donc, inévitablement, vous avez ce genre de volatilité qui est sans doute pas terminée. Question de Telly, le mot est lâché. Est-ce qu'on est en face d'un crack sur les marchés ? Pas facile. Non, c'est une question qui est tout à fait légitime. Pour nous, un crack, ça prend les caractères suivants. C'est qu'en fait, il y a un trou de liquidité massif. La liquidité, tout d'un coup, disparaît totalement sur l'ensemble des marchés à un moment donné, et qu'il y a un choc de confiance qui est tel qu'il y a effectivement des flux, comme le disait Olivier, qui sont si importants qu'en fait, on a entre guillemets un free fall, une chute libre sur les marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un problème de liquidité et un problème de chute libre ? Non à ces deux questions. La liquidité, elle reste très importante, notamment liée aux banques centrales. On n'est pas encore dans la phase de normalisation. Elle viendra. Donc, on va devoir s'adapter aussi à un régime de volatilité plus élevé. Mais ce n'est pas encore maintenant. Donc, il n'y a pas encore un sujet de liquidité. Et deuxièmement,
il n'y a pas encore une chute libre sur l'ensemble des classes d'actifs. Il y a des primes de risque qui sont en train de se constituer, notamment quand on regarde l'Europe par rapport aux États-Unis. Vous prenez depuis le 22 février, il y a entre 5 et 10% de primes de risque. Mais ce qui veut dire que le marché américain, pour l'instant, n'est qu'à moins 10%. Donc, on ne peut pas encore parler de chute libre des marchés. Il y a encore des forces de rappel. Et notamment, j'ai envie de vous dire, toute la partie, les particuliers américains qui ont énormément contribué à l'envolée de la cote américaine, ils sont encore là pour acheter à chaque fois sur des clôtures difficiles. Ils sont en train de continuer à acheter le marché américain. Et je pense aussi à nos auditeurs. Ils sont aussi particuliers pour certains. Il y a effectivement cette mentalité finalement d'acheter dans des phases de creux qui reste pour l'instant encore valide quand on regarde sur les derniers épisodes de marché. Et prenons déjà pour ceux qui sont là depuis pas très longtemps en termes d'investissement, ne serait-ce que la crise Covid, c'est un moins 30 qu'on est tombé comme une pierre. Pourtant, on avait qualifié ça plus de flash crash. On n'était pas passé ce qu'on appelle en bear market, parce que marché baissier, ça veut dire qu'effectivement, on a d'abord un début de crack. C'est le marché et puis ensuite, c'est le marché vendeur, voilà, pour expliquer aux gens. C'est un marché baissier, mais en tendance. Là, si on voulait trouver un qualificatif, je préférais le mot de flash crash, c'est-à-dire qu'on baisse très très vite, on a une grosse incertitude avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, mais il n'y a pas de sujet, comme le dit Michael, de solvabilité des sociétés. Certaines vont avoir leurs revenus ou leurs bénéfices un petit peu amputés, d'autres vont sans doute en profiter. Prenez des boîtes qui sont dans les matières premières qui en profitent en ce moment. Donc il faut juste faire un peu le tri, mais c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le marché ne se concentre que sur une seule chose à la fois, c'est encore un peu tôt, et surtout que les sociétés elles-mêmes n'ont pas encore forcément vraiment communiqué clairement. On sait que certaines ont fermé leur activité, mais ils pourront la réouvrir aussi vite. On l'a vécu dans d'autres cas, sur d'autres conflits ou d'autres zones de crise. Donc l'histoire n'est pas totalement terminée. Donc c'est pour ça que, patience, il faut accepter quand même la volatilité. C'est-à-dire que encore une fois, quand on est livré un peu à des facteurs techniques comme on l'est en ce moment, il n'est pas exclu. D'ailleurs, aujourd'hui, on avait une séance qui ouvrait plutôt en hausse, on est à nouveau un peu en baisse. C'est un peu le scénario de ces jours. Il faut qu'on consolide. Voilà, il faut qu'on consolide, et pour consolider, il faut qu'on y voit un peu plus clair et qu'on enlève quelques incertitudes sur le conflit. Question de Laurette, je vais vous demander d'être synthétique parce qu'on va avoir beaucoup de questions, autant vous le dire ce soir, donc il va falloir répondre au maximum. Question de Laurette, la volatilité de l'Union européenne n'est-elle pas dépendante de celle des États-Unis? On est plus, moins volatile? Tout ça est-il un grand marché de volatilité mondiale? Vous parlez du point de vue politique ou je parle du marché, là, purement marché, oui, tout à fait. Alors c'est vrai, il y a une prime entre la volatilité des actions européennes versus les actions américaines qui est de l'ordre de 15 à 20 points. On a rarement vu finalement une surcote aussi importante de la volatilité liée à l'Europe. Mais après, on peut l'expliquer. C'est légitime du fait qu'effectivement, il y a un conflit qui est très... On est très proche du conflit. On a un système bancaire qui, effectivement, doit aborder aussi les sanctions, notamment sur SWIFT. Mais néanmoins, il faut pas oublier, comme le disait Olivier, si c'est un flash crash, on va avoir aussi une résorption finalement de cette prime de risque qui va se traduire par une moindre volatilité à un moment donné et un rebond des marchés une fois qu'on aura un catalyseur clé pour voir finalement les trois critères commencer à baisser. La durée du conflit, les sanctions et la réactivité des États. Et en rythme de croisière, j'ajouterais que oui, il y a une prime aussi aux États-Unis par la composition des indices. Puisqu'on a en Europe des indices qui ont plus de bancaires, un peu plus industriels, alors qu'aux États-Unis, ils ont la tech qu'on n'a pas, nous, dans nos indices, toutes les grandes technologiques. Donc, inévitablement, et surtout depuis quelques années où on avait ce rallye sur les grandes valeurs technologiques qui a été encore appuyé par la crise du Covid, puisque c'était les grands gagnants de la crise du Covid, inévitablement, il y a toujours, effectivement, une volatilité plus importante sur l'Europe. Alors, je vous ai coupé, Olivier, tout à l'heure, mais c'était intéressant parce que les gens qui nous regardent vont se dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait chez Edmond Rothschild Asset Management pour mes mandats? Comment ils ont manœuvré pour s'adapter à cette crise qui nous tombe dessus? Alors si on rembobine encore une fois un tout petit peu pour dire, avant que ça arrive, puisqu'effectivement, il faut en toute humilité, on n'avait pas ça dans le scénario. Je vous l'avoue que... donc on avait effectivement construit les portefeuilles sur un rythme de croissance relativement solide. Même si on savait que ça allait se ralentir un petit peu, avec un environnement inflationniste et un environnement de taux d'intérêt plutôt orienté à la hausse, du fait de la normalisation des politiques monétaires des banques centrales. Donc, il fallait réagir. Les premières choses qu'on avait faites, et ça c'était avant le déclenchement de cette crise, on avait déjà
éviter de rajouter du risque au risque. Et donc, on avait sorti des obligations d'entreprise, notamment américaines, enfin des supports qui étaient très liés à ces segments-là, aussi des dettes émergentes. Donc, on avait commencé à réduire ce genre de risque et redonner de la flexibilité dans les portefeuilles obligataires. On est allé chercher de la dette chinoise, qui est à plus 4, un peu plus de plus 4 depuis le début de l'année. Donc, on a quand même des sources de performance et des fonds flexibles qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils avaient très bien joué cette période de retour de l'inflation. Dans l'ensemble, c'est difficile. Les marchés obligataires sont encore un peu difficiles cette année. Ils sont encore dans le rouge. Pour autant, ça permettait, en travaillant de cette façon, de conserver nos positions en action. Encore une fois, c'est là qu'on va aller extraire de la valeur. On accepte toujours de la volatilité à court terme. Alors, il y en a un peu beaucoup dans le cadre de cette crise. Il y a beaucoup accepté. Mais l'idée, c'était de retailler les positions et d'arriver à une situation où la partie de vraies convictions de long terme, parce qu'on a quand même des vues qui sont quand même assez longues, et notamment dans la partie thématique, des actions thématiques, qui se doivent là d'être sur des plans d'investissement qui sont quand même assez longs, on viendra un petit peu dans le détail, qui a pris beaucoup de place depuis 2018 dans les allocations actions. Et là, j'ai envie de dire, on essaie de s'extraire aussi du côté un peu cyclique du marché. Donc, on avait déjà fait ça avant. Maintenant, là, on est dans on est dans le dur de cette incertitude. On est un peu dans l'œil du cyclone. Et donc, c'est assez récent puisque on vient de donner une nouvelle recommandation d'investissement à Generali, dans laquelle on ne va pas forcément réduire fortement l'ensemble des positions, des sensibilités aux actions. En revanche, à l'intérieur, il est clair qu'on va aller jouer un peu plus la visibilité sur les États-Unis, notamment. À nouveau les thématiques qui ont la plupart du temps des biais qui sont très tournés vers les États-Unis. Et on réduit quand même un petit peu l'Europe sur des supports qui sont un peu trop volatiles parce qu'on n'est pas du tout, et on y reviendra sans doute, mais pour l'instant, il faut laisser passer un peu l'orage, attendre une période de ce qu'on appelle d'accumulation, de reconstruction un petit peu, de stabilisation. Et à partir du moment où on aura les primes de risque qui rebaissent un peu, la volatilité qui baisse un petit peu, ça sera l'occasion sans doute là, oui, de remonter nos allocations. Mais tant que la volatilité est à ces niveaux-là, c'est difficile de reprendre des positions. Encore une fois, on a une incertitude qui n'est pas liée au marché, qui n'est pas liée à la santé des entreprises, qui n'est pas liée à leur perspective de résultats. C'est lié à des effets indirects. Et encore, ce sont des effets indirects. Les effets directs sont relativement minimes. En tout cas, dans les portefeuilles, ils sont très, très minimes. Là, on est vraiment sur les effets indirects de cette hyperinflation temporaire, j'espère, sur à la fois le blé, le pétrole et le gaz. C'est important, je pense, ce que dit Olivier, parce que finalement, ça révèle finalement une philosophie de gestion qui est très forte chez nous. Et ça me fait penser finalement à une phrase que donnait Warren Buffett et qui disait « Prévoir la pluie ne compte pas, construire une arche compte ». Et c'est exactement en fait ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire, bien sûr, c'est très difficile de pouvoir anticiper l'improbable, tout ce qui peut mais se par passer, contre, de construire une solution viable sur le long terme pour créer de la valeur sur le long terme, c'est ce qui nous semble le plus important parce que on va pas chercher à spéculer sur l'avenir, on va chercher à construire une solution qui puisse être vraiment viable pour les retraites de demain. Transition toute trouvée, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'assurance vie, c'est le placement du temps long. Bien sûr, il fallait répondre à ce qui est en train de se passer, sur ce que vous faites actuellement pour y faire face. Mais est-ce qu'on pourrait justement reprendre un petit peu de champ et expliquer comment justement vous avez construit ces stratégies sur les obligations, sur les actions, justement depuis 5 ans? Alors, je pense qu'il serait peut-être bon dans ce cas-là de faire un petit point sur, de faire un point sur les performances historiques sur 5 ans. Et on va mettre les obligations. Remettre les choses en contexte, en fait. Un peu de contexte, exactement. Les obligations sur 5 ans. On va remettre 2021. Je sais parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur 2021 et on va en parler, on va développer. Les obligations sur 5 ans, quand même. Ce qui s'est passé avec la loupe sur 2021 et puis après on reparlera un peu des perspectives. Alors, effectivement, sur ce graphique, qu'est-ce qu'on peut regarder qui est vraiment clé? C'est qu'en fait, la performance des obligations sur 5 ans, on voit que, in fine, au bout de 5 ans, on est proche de 100. Donc, finalement, une obligation n'a pas forcément perdu de sa valeur quand on regarde les différents segments. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est que depuis 5 ans, il y a une volatilité, une variabilité du prix de cet actif obligataire qui est très importante. Il y a
une classe d'actifs obligataires qui s'en sort particulièrement bien et qui tire son épingle du jeu, ce sont les obligations à haut rendement, les obligations d'entreprise. Peut-être avoir la slide en bleu clair écran hein, parce qu'elle est dense. Voilà, en bleu clair, vous voyez finalement une ligne qui se détache vraiment du reste des segments obligataires et qui montre effectivement que d'investir dans l'économie réelle, dans des obligations, donc dans des fractions d'emprunt d'entreprise, du fait d'une baisse du taux de défaut et de la solvabilité vraiment très importante des entreprises, ça a permis quand même de pouvoir délivrer à peu près 15% sur 5 ans. En dehors de cette classe d'actifs obligataires, on a plutôt une variabilité assez forte et beaucoup de bruit. Ça veut dire une chose, en termes d'implication de gestion pour nous, allocataires, c'est que pendant longtemps, on a considéré les obligations comme un actif plutôt sans risque. Aujourd'hui, on a du risque sans rendement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé dans l'équipe à une version 2.0 de la nouvelle diversification par rapport à une approche traditionnelle qui consistait à dire on a des actifs risqués, en face, on va mettre des obligations. Et vous voyez sur ce graphique-là que ça ne marche pas et que depuis quelques années, on a effectivement revisité cette thèse d'investissement en ayant notamment deux choses, de la flexibilité, des gérants vraiment très agiles sur la sensibilité au risque de taux, et deux, une diversification qui s'opère plus par des thématiques que par des actifs dits sans risque, mais qui finalement, on le voit, ont du risque. Si on regarde sur les actions, sur le slide d'après, alors là, vous avez sur 2021, juste finalement le zoom avec effectivement, plus on se rapproche de la normalisation et de ce film de normalisation de la politique monétaire, plus on a de la volatilité et en plus on a des performances qui commencent à devenir négatives. Donc il a fallu pour nous, sur les 3-4 dernières années, déjà à pouvoir anticiper ce trait-là. Le slide suivant, la diapositive suivante, montre à l'inverse que d'investir dans l'économie réelle, cette fois sur les actions, sur une participation finalement au bénéfice des entreprises, ça a été très positif sur les actions mondiales. Aussi, alors on voit sur les actions mondiales, c'est sur la ligne jaune. Sur la ligne noire, on voit les actions américaines qui ont fortement progressé. On voit quand même que sur la ligne rouge, on a eu quand même les actions chinoises qui ont fait un très très beau, pédigré de 2016 à 2020. On a presque doublé en fait notre mise sur les actions chinoises. Et puis sur une période plus récente, il y a eu une déconnexion entre la trajectoire haussière des marchés des grands pays développés et la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que, oui, c'était un détracteur sur la Chine sur la dernière année, on pourra d'ailleurs y revenir, mais sur une période un peu plus longue, la Chine a quand même délivré une performance positive, mais surtout pour l'avenir, on pense que c'est plutôt un marché d'avenir parce qu'elles ont effectivement des leviers sur l'assouplissement fiscal, monétaire, qui est vraiment la croissance chinoise. Exactement. Si on regarde, il y a peut-être encore la slide des performances actions sur 2021, je crois, qu'on peut regarder, là aussi, pour avoir un aperçu rapide. C'est ce que je disais juste à l'instant. On a effectivement un très bon cru en 2021, avec un décrochage et une déconnexion des actions chinoises. Alors c'est intéressant parce que quand on fait un zoom, effectivement, et qu'on fait un arrêt sur image et qu'on ne regarde pas le film dans sa totalité, on peut effectivement s'émouvoir d'une forte baisse des actions chinoises. Mais quand on est un investisseur plutôt de long terme, on peut plutôt y trouver une opportunité, sachant qu'elles ont déjà procuré et délivré de la performance avant 2021. C'est super transition, Michael, parce qu'effectivement, il faut parler des performances des différents mandats. Et on a eu pas mal de questions, gens qui disent, bah voilà, finalement, en 2021, la performance de mes mandats, ils ont fait cette photo à l'instant T, n'était pas peut-être aussi bonne que j'aurais pu l'attendre, notamment sur le mandat dynamique. Est-ce qu'on peut faire un point sur les performances, justement, Olivier ? Oui, alors si on pouvait prendre juste la photo. La slide qui va bien. La photo... j'allais dire principal, non. Voilà. Et là, une fois qu'on a planté un peu le contexte, on va parler de résultats. Ce qu'on voulait vous montrer là, c'est qu'on prenne les performances. Donc vous avez du bleu au plus clair au bleu foncé. Vous avez 2021 et ensuite vous avez sur 3 ans, arrêté à fin 2021, sur 5 ans et sur 10 ans. Oui. Vous rappelez que c'est une offre quand même sur laquelle on travaille depuis 2009, donc on a quand même une antériorité depuis maintenant assez longtemps, et c'est aussi pour montrer que dans la durée, on a quand même cette hiérarchie des rendements.
Je reviens, prenons par exemple le dynamique sur l'an dernier, où on fait un petit peu moins de 9%. Effectivement, au regard d'un CAC 40 qui a fait 32, on se dit... c'est sur le dynamique, on a pas mal de questions, ça ne va pas vous surprendre, Olivier. Oui, alors le dynamique n'est pas à 100% en action, donc on reviendra aussi peut-être sur les fourchettes d'investissement. Mais ce que je voulais montrer, surtout sur cette photo, c'est que du défensif à l'équilibre, au dynamique et à l'offensif, l'année 2021 peut paraître effectivement un peu en retrait. Il ne faut quand même pas oublier que sur 3 ans, un mandat défensif, ça a fait 13%, sur 3 ans. Incluant l'année 2021. Sur 5 ans, elle est un petit peu en retrait parce qu'il y a une année compliquée, la seule année calendaire historique de la gestion pilotée qui est 2018, avec le dernier trimestre qui a été une véritable catastrophe avec la Réserve fédérale qui avait commencé à être peut-être un petit peu en avance sur un programme qu'elle a retiré début 2019. Mais si on regarde sur 10 ans, un mandat défensif donc, qui inclut 2021, qui inclut une année 2018 extrêmement difficile, un mandat défensif a gagné plus de 42%. Vous prenez le mandat dynamique, vous voyez qu'on a le même phénomène. On a une année 2021 qui peut paraître un peu en retrait, mais c'est quand même 37% sur 3 ans. Là aussi, 2018 est un petit peu pénalisant. En revanche, sur 10 ans, c'est 94%. On a presque doublé le capital d'un mandat dynamique sur 10 ans. Bien sûr, encore une fois avec de la volatilité. Je reviens sur ce que disait Michael. C'est vrai nous, on travaille plutôt sur le film. C'est-à-dire que, bien sûr, le calendaire est important pour les clients. Le calendaire est important parce qu'il faut comparer les choses. Il faut faire un arrêt sur image. Mais on est dans un film. On attend la fin de l'histoire. On ne retourne pas là. Oui, d'ailleurs, elle n'a pas de fin en réalité. C'est l'histoire sans fin, là, pour le coup. On est dans un film qui ne s'arrête pas. Donc, même si on travaille à l'issue de chacun de nos comités sur des pages blanches, c'est très important cet exercice de la page blanche, se dire je pars de zéro et vérifier qu'on est à l'aise avec toutes les positions que l'on peut avoir. Et on peut être amené à prendre des positions, des décisions assez drastiques. Ça nous est déjà arrivé. La seule chose, c'est qu'on est quand même dans un investissement. Encore une fois, on est dans le temps long. Et si je reviens sur cette partie thématique, je voudrais juste insister là-dessus. Justement, super. Non, mais c'est très bien parce que Chris nous dit, qu'est-ce que vous appelez concrètement les actions thématiques? C'est vraiment d'expliquer. Les actions thématiques, c'est une façon de grouper dans des OPCVM des actions qui vont être sur la même thématique. Donc ça peut être l'économie circulaire, ça va être... déjà, l'économie circulaire, il faut vous m'expliquer la aussi, transition. je suis désolé. Ah ben oui. Ce sont toutes les sociétés qui vont travailler à réduire leur empreinte carbone et à travailler avec des circuits courts. Et donc ensuite, on va mettre des curseurs de chiffre d'affaires, parce qu'il n'y a jamais de société qui ne fait que ça, évidemment, mais on va favoriser toutes les sociétés qui vont dans ce sens-là. La transition énergétique, ça c'est un peu plus facile, on va prendre des éoliennes, on va prendre toutes les sociétés qui améliorent l'efficience énergétique, toutes celles qui sont dans la gestion, le traitement de l'eau, le traitement des déchets. Donc on va être dans une vraie thématique d'investissement. Et la dernière, alors il y en a plein d'autres, mais la dernière qu'on vient d'intégrer très récemment, on en avait parlé la dernière fois, sur les infrastructures, mais les infrastructures dites vertes, c'est-à-dire tout ce qui est dans le domaine de l'eau, on revient sur l'agroalimentaire et tout ce qui est l'agroindustrie et tout ce qui est dans le domaine des énergies propres. Ça, il faut bien voir que de tous les plans d'investissement qui ont déjà été votés, vous avez quasiment la moitié des plans d'investissement qui vont être orientés vers ces 3 thématiques-là. Donc les sociétés qui sont dans ces plans d'investissement qui courent jusqu'en 2030 vont bénéficier des capitaux privés, publics. Et donc, c'est là, quand je dis qu'on parle de temps long, c'est qu'on n'est pas en train de parler de 2022, on parle d'investissement, mais dans un temps avec un horizon qui est quand même relativement long. Et avec, là aussi, ça recollait avec ce qu'on avait dit la dernière fois sur l'engagement que l'on a à nous, c'est aussi de participer à cette transition énergétique. Donc les fonds thématiques, on peut en trouver plein d'autres. On en a un sur le Big Data, par exemple, qui travaille sur toutes les sociétés, certes dans le Big Data, mais aussi toutes celles dont une grande partie des résultats ou des revenus va être générée par l'application du digital. Voilà, donc on peut retrouver des banques par exemple dans ce domaine-là, ça peut arriver. Donc voilà, un fonds thématique, c'est un fonds qui va être investi sur une thématique plutôt de long terme en général. C'est rarement, on en a un autre sur le vieillissement de la population. Donc là, voilà, c'est un peu le même principe. On va avoir beaucoup de pharmaceutiques par exemple dans un fonds de cette thématique-là, mais pas que. Voilà donc pour l'explication des fonds thématiques. On va passer maintenant aux nombreuses questions. Et en fait,
quand on a dépouillé toutes les questions qui ont été posées au moment de l'inscription de nos différents clients, en fait, il y a deux grandes tendances qui ressortent et que j'ai exposées brièvement dans mon introduction. On va commencer par la première, les gens qui se disent finalement, et j'ai un ensemble de questions que je vais vous lire, mais qui résument assez bien la thématique. Sylvain, dois-je passer mon assurance vie en fonds en euros? Isabelle, dois-je tout vendre pour éviter de perdre mon capital investi du départ? Catherine, faut-il craindre une baisse sévère? Faut-il sortir des positions? Jean-François, pour cette période troublée, faut-il repasser en pilotage équilibre plutôt que offensif sur l'assurance vie pilotée? Daniel, je suis en gestion offensive, faut-il faire le dos rond ou passer en gestion prudente? Donc là-dedans, moi je ressors deux questions. En gros, du plus alarmiste, faut-il tout vendre? Alarmiste moyen, faut-il passer sur un mandat de gestion un petit peu moins offensif? Ou le prudent aussi qui se dit, faut-il sortir tout et puis on remet tout sur le fond en euros, on attend que l'orage se passe et on revient? Qu'est-ce que vous répondez à tous nos clients sur ces différentes positions? Je peux peut-être commencer, bien puis, sûr, Mickaël. Olivier, de toute façon, complétera. J'ai envie de dire, finalement, dans toutes ces questions-là, on retrouve un facteur que moi, je partage aussi à titre purement personnel, c'est le facteur émotionnel. Bah oui. On a tous des biais cognitifs assez forts et qui sont liés finalement à une actualité qui peut être brûlante certaines fois et d'autres fois très calme. Et en fait, on a tendance effectivement à réagir et certaines fois à juste titre. Puis Mickaël, on quitte le CAC à 7000, on le retrouve 2 semaines plus tard à moins de 6000, bon, ça peut faire un choc. Tout à fait. Ah. Alors, c'est la raison pour laquelle, face à l'émotionnel, j'ai envie de vous donner un chiffre et en fait quelques principes clés. C'est qu'en fait, quand vous regardez le marché actions, puisqu'en fait, dans les portefeuilles, on a effectivement des thématiques liées aux actions. Et en fait, quand vous regardez finalement dans la vie réelle des entreprises, la composition finalement des performances, c'est du dividende. Est-ce que les dividendes vont être coupés du jour au lendemain, comme on a vu en 2020 ? On ne le pense pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà 3% à peu près en Europe et au niveau mondial, entre 2,5 et 3% de dividendes à capter. Et ensuite, quelle est finalement la capacité de génération de bénéfices des entreprises américaines, européennes, etc. dans le monde? On va dire, même si on prend un cas de ralentissement économique, on est entre 3 et 8% de capacité de livrer finalement des bénéfices. Ce qui veut dire que entre le dividende et finalement le droit, la participation aux bénéfices des entreprises, même dans un scénario plutôt de ralentissement, pas de récession, ce n'est pas notre scénario, on est sur une progression sur les prochaines années en annualisé entre 5 et 10%. Ça ne va peut-être pas faire rêver forcément des particuliers qui ont été notamment... qui seraient rentrés à l'issue, après la crise Covid, mais avec des progressions même fantastiques. Même si on est entre 5 et 10%, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à moins 16%, moins 15% sur l'Europe. On est à moins 10% sur les États-Unis. Ça veut dire que quelqu'un qui croit à un scénario, on va dire, de ralentissement modéré, et donc un dividende à capter plus des bénéfices à capter, il y a quand même un rattrapage très important par rapport au scepticisme qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai plutôt envie de dire, aujourd'hui, on pense qu'il faut plutôt faire le dos rond et tirer l'horizon sur un horizon vraiment de moyen terme. Je vous dirais un peu la même chose qu'on avait évoqué en mars. Alors, ce n'était pas tout à fait le point bas, c'est le 19 mars 2020. Au moment de la crise Covid, on était également dans l'incertitude, dans l'inconnu. Pour autant... mais c'était vraiment une vraie inconnue, puisque là, on parlait de fermeture des économies. Donc, c'était encore... C'était une autre échelle, et c'était mondial, donc on était vraiment dans quelque chose d'assez violent. Mais on avait aussi dit qu'on pouvait y trouver une opportunité d'investissement pour ceux qui n'étaient pas encore rentrés. Je vais juste rappeler ce qu'on recommande toujours, mais c'est juste... Comment dire, ce sont des réflexes de bon père de famille. C'est quand on n'est pas investi, c'est plutôt d'entrer en plusieurs fois, en 3 fois au minimum, une fois tout de suite, et puis on attend un petit peu et on continue. L'idéal, c'est de programmer des versements, parce que là, vous allez lisser les points d'entrée, et justement, en étant totalement agnostique de ce qui peut se passer, quand vous avez un flash crash comme ça de marché, ou 2020, vous allez finalement acheter un peu dans la descente. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour les clients qui sont déjà investis, et c'est là où c'est le plus difficile. Et c'est eux qui nous interrogent sur cette première partie. Et c'est toujours trop long quand ça baisse, ça faut être très clair, c'est toujours trop long, surtout quand on est dans cette incertitude. C'est là qu'on essaye de garder la tête froide, encore une fois. On n'est pas dans un moment où les sociétés ne sont pas solvables, on ne va pas avoir des défauts de société, on a des inconnus sur les bénéfices. On a déjà connu ce genre de situation après la faillite de Lehman Brothers en 2008. Pour autant,
il faut effectivement essayer de regarder un peu plus loin. Et les sociétés dans lesquelles on a investi ont vécu la volatilité. Nous, en tout cas, on les conserve, voire on les a un peu renforcés récemment, en tout cas pour les clients, parce qu'on y croit et parce que ces sociétés-là, finalement, vont bénéficier aussi de tout cet environnement qui va accélérer encore plus qu'on ne le pensait avant tous les éléments de transition énergétique. Laurette nous demande quel est le mandat qui résiste le mieux depuis le début de l'année. Alors ça, j'ai envie de dire que c'est tout à fait conforme à ce qu'on pourrait attendre, ce qui n'était pas le cas en 2020, et je reviendrai sur 2020 au moment de la crise Covid. Cette année, j'ai envie de dire, la hiérarchie des risques est respectée. Le défensif baisse moins que l'équilibré, qui baisse moins que le réactif, qui est un peu toujours entre les deux, entre le dynamique et l'équilibre, qui baisse moins que le dynamique et qui baisse moins que l'offensif. Pour autant, un dynamique baisse un peu moins que le CAC 40, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'en plus, il a cette faculté d'amortir un peu. Pour répondre à Laurette, c'est le défensif. C'est le défensif. Qui résiste le mieux. Et 2020, c'était une situation un petit peu différente parce que là, il y avait une telle trouille sur le marché que les obligations d'entreprise qui faisaient partie aussi de notre univers d'investissement et de nos investissements, parce que c'est là qu'on va aussi essayer d'extraire de la valeur, avaient souffert de rachats. Donc c'était juste un sujet de liquidité. Les sociétés, il n'y a pas eu de faillite. Pour autant, vous pouviez perdre autant sur une obligation d'entreprise que sur une action. Donc votre mandat défensif se retrouvait de façon un peu contre-intuitive à baisser quasiment autant qu'un mandat équilibré. Alors, il est reparti aussi très très vite derrière. 2020 est une très très belle année. Donc, le mandat défensif, il a dû gagner plus de 8% net client, 8,3% de mémoire en 2019. En 2020, il est positif, alors que c'est une année, au départ, qui paraît complètement incroyable quand les marchés sont à moins 30 au mois de mars. Donc, il ne faut jamais comparer les choses. Ce ne sont pas des choses comparables. La situation n'est pas comparable, sauf à dire qu'on est dans l'incertitude, mais qu'on n'est pas encore, c'est pas la fin du monde, c'est pas l'apocalypse. Voilà. Karim pose une question intéressante, c'est quelle est l'exposition, alors il dit de l'assurance vie, mais je pense qu'on va parler des mandats de gestion pilotée, à la Russie, au marché russe justement. Alors elle était extrêmement faible, il y avait quelques obligations russes, Gazprom ou Lukoil, qui est une société dans le pétrole, mais qui des obligations d'entreprise. Voilà, mais qui étaient très diversifiées, donc c'était rapporté à l'ensemble d'un mandat, vraiment c'est totalement indolore. En revanche, on avait un peu de dette ukrainienne dans un fonds de dette émergente, ce qui était quelque part logique. C'est un pays, c'est une vraie success story, l'Ukraine. Remettons-nous juste avant l'intervention des Russes. C'était une vraie success story. C'est un pays qui était sur une croissance de 3% en moyenne depuis quelques années, qui avait fait les réformes qu'il fallait. Donc, ils avaient réussi à débloquer énormément de tranches d'aide du FMI, de la Banque mondiale. Ils viennent de toucher 12 milliards aussi des États-Unis en termes d'aide. Mais le pays avait fait les réformes qu'il faut. Il était dans la bonne direction. La dernière tranche qu'ils ont reçue en décembre, c'était une réforme contre la corruption. Et en fait, et on avait un rendement de l'ordre de 8% sur la dette ukrainienne, avec un risque par rapport à la dette russe. De toute façon, on n'en avait pas d'ailleurs, de la dette souveraine russe, il n'y en avait pas, parce qu'effectivement, c'était beaucoup trop cher, sur un plan purement financier. Donc, pour répondre à la question, l'impact aujourd'hui, l'impact c'est plus avec la dette ukrainienne et à travers un des supports de dette émergente qui en avait un petit peu, c'est de l'ordre de 0,6, 0,7 dans le mandat défensif globalement. Donc l'impact est relativement limité. C'est toujours, malheureusement, encore une fois, c'est ça en moins, mais le gérant a aussi fait ce qu'il faut. Il a beaucoup travaillé les couvertures à certains moments qui ont plutôt bien fonctionné. Après, maintenant, il faut travailler le cas d'école. Si on va vers une sortie qui n'est pas une sortie catastrophique, l'Ukraine, clairement, recevra toutes les aides possibles et imaginables. Donc, il ne faut pas non plus maintenant jeter le bébé avec l'eau du bain. Sachant qu'on a dit que le mandat défensif était celui qui résistait le mieux depuis l'année, vous vous doutez bien que Hiro83 se dit pourquoi pensez-vous qu'il faille modifier ces mandats équilibrés offensifs en mandat défensif, le temps de voir comment évolue la crise. C'est vrai qu'on pourrait avoir envie de faire ça. Alors déjà, on a réduit quand même un tout petit peu notre sensibilité aux actions, globalement. Alors ça, mais je vous coupe, Olivier, mais parce que c'était une question de Bruno, justement, quels arbitrages envisagez-vous pour sécuriser autant que possible les fonds actions? Donc il y a déjà un élément de réponse. Alors voilà, la partie obligataire a fait son travail, la flexibilité des obligations fait que, encore une fois, ça a plutôt bien fonctionné dans cet épisode de volatilité. On est dans une surinflation, mais on était déjà un peu dans ce scénario.
Donc en fait, les gérants qu'on utilise ont plutôt bien réagi et ils continuent à travailler tous les jours, hein, ils ne s'arrêtent pas de travailler. Et donc effectivement, on a bon espoir que la résolution soit bénéfique aussi à toutes ces positions-là. Et dans la partie action, même si on avait quand même réduit un tout petit peu la voilure, c'est toujours difficile de réduire la voilure quand on a eu à nouveau un flash crash comme celui-là. Un des succès, je vais juste reprendre un des succès récents pour la gestion pilotée, au même titre que celui de 2015 ou celui de après la crise de la dette grecque, ou de 2016, en février 2016, là aussi c'était le pétrole et c'était la Chine qui coûtait à ce moment-là, c'est qu'on a su aussi réinvestir ou rester investi, mais en changeant de cheval. C'est un peu ce qu'on vient de faire récemment. Alors on n'a pas changé tous les chevaux, mais on a quand même, repositionner un certain nombre de choses vers des zones avec des biais un peu plus de qualitatifs et avec un peu plus de visibilité. Et surtout sans lâcher nos thématiques qui sont des investissements avec des horizons assez longs. En parlant de thématiques, c'est une question très pragmatique de Rousseau, mais je le comprends parce qu'on voit ce qui se passe notamment récemment sur les cours des actions comme Thales, comme Dassault Aviation. Il nous dit, et les fonds qui investissent dans l'armement. Est-ce que est-ce que ça existe en tant que fonds? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez, sachant que je pense qu'il y a une promesse ISR aussi dans l'assurance vie qui, a priori, n'est pas forcément compatible avec ces fonds? Oui, c'est un peu difficile. Ouais. Oui, ça fait partie bien sûr des gagnants de ce genre de période. Alors c'est vrai que nous sommes engagés dans un process, ça aussi on l'avait dit, en permanence d'améliorer nos métriques ESG, donc environnement, social, gouvernance, à travers tous les supports qu'on utilise, que ce soit les supports actions et les supports obligataires. On est en moyenne aujourd'hui à plus de 84% sous articles SFDR 8 et 9 de la réglementation SFDR. Donc on essaye et on fait progresser ça en permanence. C'est-à-dire que à 84%, j'ai envie de dire qu'on... Donc pour faire simple, des mandats de plus en plus responsables. Voilà. Ouais. Et donc l'armement, déjà, il y a des règles qui font qu'il y a beaucoup de choses qui sont exclues par définition, les armes à sous-munitions, enfin des choses qui sont exclues pour tout le monde. Et ensuite, vous avez dans les politiques d'exclusion, effectivement, un certain nombre de sociétés malheureusement, qui n'entrent plus dans ces critères-là, pourtant qui ont, encore une fois, de grande qualité et surtout de la performance. Donc, c'est un peu délicat, c'est pas contradictoire, mais c'est un petit peu difficile de n'être que sur ces sociétés-là. Ouais, je comprends. Il faut qu'on parle maintenant de l'autre catégorie de clients. Vous l'avez évoqué, mais on a envie d'y revenir. Qui sont pas forcément investis et qui se disent « Thomas, en vue d'une potentielle résolution du conflit en Ukraine à court terme, devrions-nous continuer à alimenter nos assurances vie ? Amandine, nous placer désormais son épargne, faut-il modifier son assurance vie en favorisant les unités de compte ?» C'est-à-dire, voilà, finalement, on va peut-être chercher plus d'exposition. Jean-Jacques, comment se positionner lors d'une éventuelle reprise et la fin du conflit en Ukraine ? Voilà, les gens qui se disent finalement, un peu comme on l'a assisté sur le Covid, il y a des tensions sur le marché. Est-ce que ce n'est pas le moment de rentrer ou de renforcer ou finalement d'aller chercher plus de risques ? Je pense qu'en fait, je reprendrai ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir Nous, gérants, nous avons par exemple un process d'investissement qui est clair et que nous cherchons à exécuter. Je pense que pour un particulier, ça peut être tout à fait le même cas, c'est-à-dire se fixer finalement une allocation qui soit régulière, de s'y tenir, en dépit même des facteurs plus émotionnels dont on a parlé. Et éventuellement, quand le catalyseur sera vraiment clé et sera avéré, augmenter peut-être son allocation une fois que la visibilité augmente. Mais finalement, je pense que d'avoir finalement un programme d'investissement sur du long terme pour préparer sa retraite avec des dates fixes, d'accumulation progressive, je pense que c'est déjà un bon point. Et ensuite, le renforcement, personnellement, je pense qu'il faudra le mettre en place une fois qu'on aura un catalyseur et une visibilité un peu plus nette. Conséquence directe, messieurs, Olivier, parce que faut-il couper ces virements mensuels temporairement ? Daniel, est-ce une bonne option que de diminuer les investissements mensuels réguliers ? Et oui, ça aussi c'est un réflexe émotionnel. Mon Dieu, ça baisse, j'arrête de verser et je reprendrai. Et c'est pas forcément le bon. Non, c'est vraiment c'est la meilleure solution. La meilleure solution de continuer dans le plan d'investissement qu'on s'était fixé. On en a connu des crises. Comment ça lisse peut-être. On commence à en avoir connu ensemble quand même un certain nombre de crises. C'est vrai. À chaque fois, elles sont, j'ai envie de dire, plus violentes, plus de volatilité, mais elles ne remettent pas finalement en cause. La planète continue de tourner
Et j'ai envie de dire, à chaque fois, on est dans l'exagération. Rappelez-vous le Covid, on a fait la même chose en 2015 avec la crise grecque, le scandale Volkswagen et la Chine. On a eu la même chose en 2011 avec la crise de la zone euro. Et en fait, à chaque fois, il faut bien voir que quand on regarde froidement, et comme on l'a fait tout à l'heure sur le 5 ans, mais on pourrait le faire on depuis étend un petit peu la 10 ans, courbe sur les années. et finalement, entrer régulièrement, ça permet de lisser son point d'entrée. Mais effectivement, il faut arriver, je ne dis pas que c'est simple, et on a tous les mêmes réflexes, et c'est tout à fait humain, mais il faut garder son plan de départ, garder la tête froide, et surtout quand on est dans quelque chose qui paraît un peu exagéré, alors qu'on était dans une économie qui était en croissance, et on l'avait dit la dernière fois, très solide, donc avec aussi une capacité d'absorption qui fait qu'aujourd'hui, dans notre scénario, on peut aller vers ce qu'on appelle la stagflation, c'est-à-dire, on va dire, moins de croissance, un peu plus d'inflation, mais on n'est pas du tout pour l'instant dans un scénario de récession. Alors il faudrait que les choses s'aggravent encore plus. Donc en clair, la réponse, c'est, à mon sens, il vaut mieux continuer sur le même plan d'investissement. Bon, on a deux questions. On revient sur les performances de Cloro et Nicolas. Nicolas qui dit « J'ai -8 ouvert en août 2017. Je suis en mandat défensif. Je ne comprends pas les résultats qui ont été présentés. Cloro, je suis en gestion pilotée et mandat équilibré depuis 2017 et je suis en perte de capital de 5,2%. Ça ne ressemble pas au tableau que vous avez montré. » Alors, on n'est pas sur la bonne période. Depuis quelle période exactement? On a 2017, ouais, c'est ça, pour les deux. Août 2017, et alors il ne dit pas précisément la période, Cloro, mais c'est 2017 alors, aussi. Là, ce qu'on a présenté, c'est vraiment, comme c'est au 31-12 sur 5 ans, ça nous fait remonter effectivement fin au 31-12-2017. Enfin, vous voyez, c'est vraiment Il faut voir, il y a là, un problème de point d'entrée. Ouais. Le point d'entrée, c'est toujours crucial. Après, on voit bien, je reviens aussi dans la contribution de ce qui a amené aux performances de l'an dernier. Le principal détracteur, c'est la Chine, comme on l'a dit, ce sont les actions chinoises, qui était aussi le principal contributeur les 2 années d'avant. Et effectivement, malgré tout, et même si on avait réduit un peu les positions, ça n'a pas empêché le fait de la régulation sur le secteur de la technologie, notamment et surtout sur le secteur de l'éducation, qui était une de nos grandes convictions, qui du jour au lendemain sont devenues des sociétés à but non lucratif. Donc ça, c'est une décision de l'État dans le cadre de sa politique de prospérité commune. Ça nous a coûté cher au sens, en termes de performance. Les fonds chinois ont pesé sur la performance en 2021. Mais c'est la même chose quelques années avant. On le voit d'ailleurs dans l'offensive qui a toujours eu des positions émergentes et donc chinoises assez importantes. Finalement, sur 10 ans, il fait quasiment la même performance qu'un mandat dynamique. Mais il y a un impact de la Chine et des émergents qui ont toujours une prépondérance dans le mandat offensif. Après, je pense que sur ce genre de sujet, il faut vraiment qu'on regarde éventuellement, avoir un peu plus d'informations, qu'on puisse répondre de façon précise. Mais les points d'entrée, c'est toujours la vraie question, en fait. Forcément, on parle de crise. Monsieur, ça ne va pas vous surprendre, on parle d'or. Et c'est une valeur refuge comme l'or dans l'assurance vie. Alors déjà, ça, je ne sais pas si c'est possible d'intégrer de l'or dans l'assurance vie. Puis peut-être plus généralement, est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or? L'or physique, malheureusement, non. Voilà, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas autorisé dans l'univers d'investissement de l'assureur, puisque, encore une fois, on recommande des allocations d'actifs pour Generali, qui est notre partenaire sur la partie assurance. Et donc, malheureusement, ce n'est pas autorisé. Pardon. Mais est-ce qu'il faut succomber à la tentation d'acheter de l'or? Plus généralement, je ne sais pas, peut-être... C'est vrai que la tendance, la trajectoire actuelle de l'or, c'est l'un des actifs qui se démarque vraiment. Exactement. Et je comprends tout à fait la question de votre auditeur. L'or est en train de revenir, en tout cas, il tutoie les anciens points hauts. Exactement. Maintenant, moi, j'aurais quand même une méfiance. C'est que si vous avez des taux qui augmentent fortement parce que vous allez vers un quantitative tightening, c'est-à-dire une normalisation, un resserrement monétaire, à ce moment-là, vous allez avoir vos taux réels qui vont être positifs, pas positifs, mais en tout cas qui vont remonter. Et généralement, l'or n'aime pas trop les phases où les taux remontent. Donc, bien sûr, il y a le facteur géopolitique, mais une fois qu'il sera passé, si on est proche d'un pic de stress, il faut faire attention parce que voilà, on est dans un moment un peu aussi émotionnel sur les marchés des métaux précieux. Donc, moi, j'ai juste une chose, ce sont les banques centrales qui ont perturbé un peu les volumes sur le marché de l'or ces derniers temps, notamment la banque centrale russe, qui a rechargé pas mal d'or et donc effectivement, qui a, en termes de volume, qui a fait une bonne partie aussi du marché. Moi, quand je regarde une autre crise dans laquelle on s'est posé les mêmes questions, qui était la crise de la zone euro en 2011,
le marché commence à baisser, marché européen essentiellement, l'or commence à monter, si ça commence à baisser vers la mi-août, si vers la fin août, septembre, vous achetez de l'or, en fait, vous passez votre temps à perdre de l'argent parce que derrière, la crise, elle est déjà arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une protection contre une crise, mais qui a déjà eu lieu. Et je vous dis, moi, ce qui m'ennuie le plus au-delà de ça, c'est le fait que les stocks des banques centrales, quand vous avez la Chine ou la Russie qui commencent à faire bouger ces stocks, on n'est pas dans quelque chose d'assez facile à analyser. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de pas très fondamental au sens les fondamentaux de l'économie. Voilà, alors, pas très facile à analyser, ça tombe bien parce qu'on a parlé d'or, on va parler de crypto-monnaie maintenant. Caroline, faut-il investir sur les crypto-monnaies? Chérif, n'est-on pas en retard dans la crypto-monnaie en France à l'heure où d'autres pays proposent des investissements dans ce secteur? Ça aussi, c'est pas simple à analyser les variations de la crypto-monnaie, Michael. Alors, moi, je comprends tout à fait là aussi, le fait que, effectivement, quand on voit aussi la dynamique des crypto-monnaies, je pense qu'il ne faut surtout pas blâmer les personnes qui ont utilisé les crypto-monnaies comme une source de création de valeur. Alors, c'est vrai, c'est plutôt très volatile. C'est quand même très corrélé finalement, et ça j'ai envie de revenir et de revisiter finalement ce qu'on pense des crypto-monnaies. Enfin, si la trajectoire a été si forte, c'est qu'en fait on a eu aussi un excès de liquidité mondiale qui a fait qu'il a fallu aussi placer cet excès de monnaie dans le système. Voilà. Maintenant, nous, on n'utilisera pas effectivement ce type de support, premièrement parce qu'il n'apporte pas tant que cela de la diversification, il est plutôt corrélé. On voit que les cours avaient beaucoup baissé avec la remontée des taux. Oui, tout à fait. Et puis, j'ai envie de vous dire, dans notre croyance, en termes de gestion, on a envie d'investir dans l'économie réelle, que ce soit dans les obligations des entreprises ou dans l'histoire industrielle des entreprises. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu éloigné, finalement, de cette philosophie de gestion. Et surtout, la crypto-monnaie a été plutôt un outil de spéculation avec des sources de création de bénéfices assez rapides. Nous, on est plutôt sur finalement du long terme. Allez, on a fait la crypto et forcément, on est en France. On va parler d'immobilier. Cédric, faut-il privilégier l'investissement immobilier plutôt que l'assurance vie en cette période certaine? Et je le comprends, Cédric, on se dit finalement, voilà, on est reparti pour une crise. Un petit investissement locatif, j'ai de la pierre, j'ai du solide. C'est tentant ça aussi. Alors, il y a une chose qu'on a du mal à voir quand on est dans une période comme celle-ci de guerre ou de conflit qui est finalement à nos portes, c'est qu'en fait, quelle est la valeur de votre bien immobilier si effectivement il y a une guerre qui se propage et qui s'embrase? Alors, on n'a peut-être pas envie de voir effectivement cette valeur latente, mais elle a aussi tendance à baisser sur le marché immobilier si on avait vraiment un embrasement. Maintenant, si on est dans un environnement finalement de normalité, comparons finalement les choses comparables, c'est-à-dire d'un côté, vous avez des entreprises qui vous versent un dividende plus des bénéfices, on est entre 5 et 10% sur du long terme. Je pense que sur le marché immobilier, on est dans un rendement qui est de l'ordre de 3 à 3,5%, peut-être un petit peu plus, mais donc je pense que malgré tout, les actions, surtout dans un environnement de taux qui est encore négatif, c'est l'environnement qui reste encore propice aux actions sur du moyen-long terme. Là aussi, on essaye de... Justement, pardon Olivier, parce que c'est important, quand on entend par moyen terme, c'est une question de sphinx, c'est quoi le moyen terme? Alors, le moyen terme, j'ai envie... Alors, pour un gérant d'actifs, c'est effectivement du 3 ans à 5 ans. Voilà. Maintenant, je pense que pour vos auditeurs, c'est très important de regarder effectivement les notices d'information, parce que je sais effectivement, et vous le verrez, un mandat défensif, et là-dessus Olivier pourra compléter, un mandat défensif aura effectivement un horizon d'investissement un peu plus court qu'un mandat soit équilibré ou voire offensif. Donc, mais généralement, il faut vraiment regarder cet horizon. Et à minima, il est à 2 ans, mais c'est plutôt 3-5 ans. Non. Juste sur l'immobilier, j'ajouterais juste une petite dimension de liquidité. C'est vrai qu'une fois que vous avez... On passe un appart comme ça. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué, alors que malgré tout, le contrat d'assurance, même si on parle d'investissement à long terme, qu'on rentre dans un schéma d'assurance vie qui est de l'ordre de 8 ans, auquel il faut aussi regarder les horizons d'investissement du mandat que vous avez sélectionné. Pour autant, c'est liquide. C'est liquide tous les jours. Donc, on est dans une notion aussi qui est un petit peu différente. Voilà. Mais encore une fois, les deux ne sont pas non pas incompatibles, évidemment, mais répondent pas non plus tout à fait aux mêmes objectifs de patrimoine. On l'a dit, cette situation n'est pas comparable à celle qu'on a vécue il y a quelques années. Pourtant, Valérie se demande, une nouvelle crise financière est-elle possible? La solidité des banques françaises est-elle à toute épreuve?
Parce que c'est vrai que là aussi, quand on est épargnant, au départ on dit tout va bien, et puis on se dit mais finalement, est-ce que, surtout quand on entend parler de sanctions, on entend parler de SWIFT, on entend parler des banques, leur exposition. Alors là-dessus, effectivement, généralement un crack, ça vient souvent du monde financier. 2008, effectivement, le canal de contagion a été finalement directement lié au secteur bancaire. Entre-temps, nous avons eu une réglementation qui a été beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis. D'ailleurs, on peut aussi voir qu'effectivement, il y a eu une différence dans les performances opérationnelles du système bancaire européen versus américain, parce qu'il y a eu plus de réglementation. Mais par contre, l'envers de cette pièce, c'est qu'en fait, le monde bancaire est beaucoup plus sûr qu'il y a 5 ou 10 ans. Parce qu'effectivement, vous avez les ratios de Bâle qui ont été mis en place, avec finalement une quotité plus élevée finalement de capital réglementaire à mettre au niveau des banques. Et donc, globalement, vous voyez que le système bancaire italien, espagnol, français, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement. Il y a effectivement en plus une performance qui est très solide. Les performances en 2021 ont été excellentes. Société Générale est la première société du CAC 40 à avoir progressé. Mais derrière, il y a une réalité. Il y a des bénéfices, des dividendes et surtout une solvabilité qui est sans comparaison avec le monde d'il y a 10 ans. Il y a des questions là pour Olivier, pour savoir si vous bossez bien tous les jours. Vincent, je souhaite savoir si vous vous occupez de nos fonds actions au jour le jour. Claire, quand faites-vous des arbitrages sur les contrats en gestion? À quelle fréquence? Et Monsef, les bons arbitrages sont-ils bien effectués? Quels éléments de réassurance pouvez-vous nous donner? Alors déjà sur le process, la façon dont on travaille, qui est un process qui a été défini depuis l'origine avec à nouveau l'assureur Generali. Le rythme moyen, c'est d'un ordre, un arbitrage, une recommandation d'arbitrage tous les mois, sur laquelle on travaille effectivement en permanence. On n'attend pas la veille. C'est pas parce que vous arbitrez pas tous les jours on est plutôt toute la journée dessus, effectivement, et on ajuste les choses. Parce que la mécanique de l'assureur fait que c'est un petit peu long à traiter et que du coup, on peut quand même passer c'est ce qu'on vient de faire, des ordres parfois un peu en urgence, mais le rythme, c'est celui-là. D'ailleurs, à ce sujet, pour aussi revenir sur le fait que on est bien sur des portefeuilles tous diversifiés. On voit l'impact de la Chine, mais qui avait aussi bien rapporté les années d'avant. On fait quand même un reporting de fin de mois, donc il y a 12 reportings par an de façon obligatoire, et un reporting à chaque fois qu'on fait un changement d'allocation. On explique ce qu'on a acheté, ce qu'on a vendu, on cite même les supports. Quand on entre un nouveau support, on essaye d'expliquer un petit peu rapidement en quoi ça consiste. Exactement. Ça, c'est dans l'espace client, dans mon assurance vie, mes documents. Nos points trimestriels, vidéo. Ça, c'est facile à trouver. C'est important de garder ce point de communication, parce que là aussi, on passe beaucoup de temps à écrire ces reportings. Ça permet aussi de s'extraire de la présentation, notamment du côté assureur, qui est assez comptable. C'est-à-dire qu'on reçoit une liste à l'après-vert. Là où ils sont bien triés par action thématique, action américaine, vous avez les obligations, dans quelle catégorie elles sont. Et quand on fait des arbitrages, on explique clairement ce qu'on a fait et pourquoi. Et vous avez toutes les métriques, les performances historiques, les volatilités. Vous avez absolument tout pour les 5 mandats. Bon, voilà, ça c'est très clair. Une question, on parlait de crise financière. Il y a un autre paramètre à prendre en compte en ce moment, et on s'en est rendu compte, c'est l'euro qui baisse. Alain nous dit, y a-t-il un risque de dévaluation de l'euro? Parce que nous aussi, pauvres automobilistes à la pompe, on voit bien que ce n'est pas la même chose entre un pétrole à $130 quand l'euro est beaucoup plus fort que maintenant quand il est presque à parité avec le billet vert. Oui, alors effectivement, dans cette question, je pense qu'il y a aussi la question de vers où va le dollar? Est-ce qu'on va aussi vers une dédollarisation quand on voit effectivement que la Banque centrale russe, depuis des années, en fait, a baissé sa détention en dollars, a baissé sa détention dans les emprunts d'État américains? Je pense que la première question, c'est lié au dollar. Et quand on voit finalement la place du renminbi chinois, elle est de plus en plus importante et ils cherchent progressivement à construire une région assez forte. Donc en fait, que font aujourd'hui les réserves managers, donc les gérants des grandes banques centrales qui accumulent des réserves de change? Eh bien effectivement, le dollar a eu tendance un petit peu à baisser, l'euro est plutôt stable dans les banques centrales. Par contre, c'est la partie renminbi chinois qui a eu tendance à monter. Mais pour répondre précisément à la question de votre auditeur, l'euro aujourd'hui a baissé
principalement parce qu'il a extériorisé finalement cette prime de risque qu'on a trouvée sur le marché européen, action versus le marché américain. On retrouve la même chose sur l'euro. L'euro, avant la crise, valait autour de 1,1350. Il est descendu à 1,0880. Il est remonté autour de 1,10. Et en fait, il est très peu sensible finalement au différentiel de taux. Il est sensible à la perception du risque. Et donc, je pense que c'est un bon baromètre pour voir finalement quel est le sentiment du risque des investisseurs. C'est qu'on est plus serein. Quand Exactement, je vous écoute, Mickaël. tout à fait. Si l'euro remonte, et aujourd'hui, il a eu tendance à se stabiliser, et il se stabilise peut-être un petit peu, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est peut-être un indice précurseur, il commence à se stabiliser un peu plus tôt que ce qu'on voit sur les marchés actions. Exactement. Bon. Ça, c'est une question pour Olivier. Un petit peu provoque de Fab. Vous évoquez régulièrement les mandats défensifs, équilibrés, offensifs, mais très peu le réactif. Est-ce, selon vous, un support annexe qui présente peu d'intérêt? Non, alors, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut remettre la slide. On peut remettre la slide, bien sûr. Vous pouvez expliquer sa philosophie, justement, oui, je comptais le faire, effectivement. Le réactif, il a été créé en janvier 2016, donc il est un peu plus récent que les autres qui datent de septembre 2009. Et le réactif, on s'est dit, après tout, on voudrait éviter aux clients d'avoir à naviguer entre les mandats. Et on s'est dit, voilà, finalement, dans le process qu'on applique, on a un certain nombre de comités desquels découlent les allocations et les décisions de gestion qu'on va prendre, et concrètement, ensuite, comment on travaille la boîte à outils. Et on s'est dit, on va adapter finalement. Au début, il devait s'appeler adaptatif, vous voyez, mais on a préféré réactif parce qu'il va donc réagir, comme son nom l'indique, à nos changements de grille. Donc si on passe plus, extrêmement optimiste, ou d'un seul coup, si on devient extrêmement pessimiste. Historiquement, il a toujours finalement navigué entre, allez, on va dire, l'équilibré qui est un petit peu en dessous et le dynamique. C'est-à-dire qu'il a une vocation à être beaucoup plus réactif. Et effectivement, quand il y a certains arbitrages, on se retrouve à pouvoir enlever ou rajouter 10% d'actions en une fois. Justement, ce qu'on fait rarement dans les autres. Question qui disait comment justement vous l'orientez en ce moment, ce mandat réactif? Alors, il était effectivement, c'était le cas entre le dynamique et en termes de sensibilité action. Il était effectivement entre le dynamique et l'équilibré. Là, on vient de il se rapproche un peu d'une position un petit peu médiane, mais on ne veut pas, dans la mesure où on est à nouveau dans un moment de grande volatilité, il n'y a pas un bear market rampant, où là, on serait déjà quasiment proche du défensif. En l'occurrence, il ne faut pas il faut pas se déshabiller tout de suite. Si effectivement, d'un seul coup, la volatilité baisse, on commence à avoir une issue peut-être politique, et que d'un seul coup, les sanctions ne sont pas mises en œuvre, ou en tout cas qu'elles sont édulcorées, on peut avoir une résolution finalement assez rapide et avoir une courbe en V comme on l'a connue. Ça, c'est la version optimiste. Mais dans ce cas-là, si ça arrive, vous n'avez pas le temps de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ça veut dire que vous avez un peu déchargé. Donc, il reste encore assez médian. Il faut bien le dire, entre les deux. Mais comme je le disais tout à l'heure, la question sur la performance 2022 depuis le début de l'année, effectivement, il a une position entre l'équilibre et le dynamique. Donc, ce n'est pas un annexe qui présente peu d'intérêt. Pas du tout. Et il a été travaillé depuis le début avec des positions parfois beaucoup plus concentrées, que ne peuvent être les autres, où on disperse aussi un petit peu plus les risques, inévitablement, et les investissements, un peu plus concentrés, et là aussi, oui, encore une fois, très réactif. Voilà, c'est d'où son nom. Bon, Cosmo qui nous demande s'il y aura un replay de cette webconférence. Oui, Cosmo, il sera en ligne d'ici quelques jours sur le site Boursorama, notamment dans la page d'accueil du site, dont vous le retrouvez facilement. Hugo qui nous pose une question assez pessimiste, puis il nous dit: nous sommes optimistes, mais dans le cas d'un scénario catastrophe, peut-on tout perdre? Difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est déjà un scénario catastrophe, peut-être, messieurs? Ce serait un scénario, j'ai envie de tenter est-ce que vous tentez, vous aussi, là-dessus, un scénario catastrophe, c'est pas du tout celui dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, on est sur une zone en particulier qui baisse fortement, alors que les autres zones baissent de manière tout à fait ordonnée. Il n'y a pas de panique et de dislocation des marchés. Un scénario catastrophe, c'est quand l'ensemble des classes d'actifs baissent sur les marchés actions et qu'en fait, on a un marché américain qui baisse entre 30 et 40%, un marché européen qui sous-performe. Là, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une dizaine de pourcents sur les marchés américains, une quinzaine de pourcents sur les marchés européens. Donc, on n'est pas encore, effectivement, dans un scénario apocalyptique auquel finalement, on n'adhère pas. Mais
Dans ce cas-là, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ou quels sont les indicateurs et les faisceaux d'indices qui peuvent nous amener à dire on va vers un scénario catastrophe? J'ai envie de dire c'est la liquidité. Si la liquidité s'assèche très fortement et qu'en fait vous voyez un dollar qui passe de 1,12, 1,11 à 1, vous aurez ici un premier signe finalement de liquidité qui va se tarir. Ça, c'est très utile. Ouais. Je pense que vos auditeurs doivent vraiment regarder l'évolution du dollar. Plus le dollar monte, plus c'est un signe finalement d'assèchement potentiel de la liquidité. Il y a ensuite le système bancaire. Est-ce que les bancaires sous-performent nettement le reste des secteurs? C'est pour l'instant plutôt ordonné. Donc il y a vraiment un hiatus entre la réalité du conflit qui est catastrophique sur le plan humain, mais aussi sur le plan financier pour la Russie. Mais la Russie ne correspond qu'à 2% du PIB mondial. Et donc il y a ce hiatus par rapport à ce qu'on voit sur les marchés où, si on prend un peu de recul, on n'est pas dans un scénario catastrophe. Et surtout, il y a une réactivité possible de la part des États qui est relativement conséquente avec cette nouvelle source, c'est une nouvelle manne, c'est effectivement le budgétaire. Aujourd'hui, Madame Merkel n'est plus au pouvoir, il y a effectivement un consensus un peu plus fort pour avoir une impulsion budgétaire plus élevée. Donc, vous l'avez bien compris, dans tout ce message-là, on se veut à la fois très pragmatique en disant c'est trop tôt pour remettre du risque, mais on n'est pas dans un scénario catastrophe qu'on va valider en vendant tout et en obérant la capacité de rebond pour nos auditeurs. J'ai envie de finir avec Olivier. La dernière fois, on était sur une neutralité sélective. Ah, bah vous y attendiez. Alors, on est sur quoi là? Une neutralité pragmatique? Une prudence offensive? Non, ça reste très sélectif. D'accord. Voilà, très sélectif. Et ce que je disais, effectivement, les derniers arbitrages qu'on a pu pratiquer, qui remettent un petit peu de focus sur les actions américaines. On garde nos thématiques précieusement, voire même on a entré une nouvelle thématique infrastructure. Parce que ça fait partie des choses, comment dire, encore une fois, c'est le bon moment. Voilà. Nous, on a envie aussi de faire un peu notre marché à un moment où, tant qu'on n'a pas cette crise de liquidité, où, comme on l'avait connu au moment de la faillite de Lehman Brothers, les banques qui ne s'échangeaient plus entre elles parce qu'elles avaient aussi encore plus peur de ce qu'avaient elles-mêmes dans leur bilan. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Et les entreprises sont solvables. Il y en a certaines qui vont être impactées, encore une fois, le bilan humain est absolument affreux, mais la planète ne va pas arrêter de tourner. Donc dans ce cadre-là, on va rester vraiment dans la sélectivité. Bon voilà, c'est sur ces notes positives, prudentes mais positives qu'on va terminer. On a fait 1h12, on espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Effectivement, si vous n'avez pas pu tout voir, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site Boursorama. Merci beaucoup, messieurs, de ces conseils. Bienvenue dans cette période troublée, mais sur lesquelles moi j'ai retenu qu'il fallait reprendre un petit peu de distance et puis analyser les choses avec raison. Complètement. Merci. Moi, j'ajouterais juste un petit mot de la fin, si je peux me permettre, mais c'est pas quand on est dans la zone de turbulence qu'il faut lâcher le manche. Donc, vos clients peuvent compter sur nous pour garder le cap. Bon, voilà, totalement. Très bien. Et puis restez encore avec nous quelques minutes, quelques secondes, c'est rapide, le temps de répondre à un court questionnaire de satisfaction, de façon à ce que nous puissions encore vous proposer de meilleurs moments d'échange quand il le faut, quand vous en avez besoin. Merci beaucoup, très bonne soirée, à bientôt.